et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc, Edom, c'est les Mindélé. Pour ceux qui doutent, ils peuvent aller voir ces vidéos que nous mettons sur l'écran. Vous comprendrez qui est Edom. On a déjà défini cela selon l'esprit de Tatanzam. Kembo kembo na Tatanzambi ya mazulu. Kembo kembo na mfumu wetu Isaya Kongo. Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple partout où ils sont. Et aujourd'hui, nous venons avec beaucoup de gravité pour vous donner encore l'histoire du peuple bantou. Nous avons beaucoup de faits ici qui prouvent que les anciens Israélites étaient des Noirs. On repense toujours à notre frère Samba. Dans le commentaire, a montré qu'il avait beaucoup d'ignorance. Et nous sommes ici pour aider notre frère, comme pour aider nos frères nombreux qui sont encore captifs de l'église catholique diabolique d'Édom. Donc pour faire sortir tous ces frères et sœurs de l'église catholique d'Édom, nous savons que, selon la Bible, les Israélites antiques et les Africains se confondaient. Les autres peuples confondaient les Israélites antiques avec les Africains, les Égyptiens. Si vous allez dans le livre de la Genèse, chapitre 50, versets 8 à 11, vous lirez vous-même que les Cananéens Touti, les Cananéens Oromo, les Cananéens africains ont confondu les 12 tribus aux Égyptiens. Ils ont pris les 12 tribus d'isolés comme des Égyptiens. Ils les ont appelés les Égyptiens alors qu'ils n'étaient pas Égyptiens. Et si vous allez dans Exode chapitre 2, versets 17 à 19, les filles de Madian ont confondu Massa, celui que vous appelez Moïse, Massa. Ils l'ont pris pour un Égyptien. Et si vous allez dans le livre du Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 35 jusqu'à 37, l'apôtre Paul, que vous appelez Paula, dont le nom était Sola, que vous appelez Saül, Sola chez les Congos, ça veut dire le choix. Et plus tard, son nom est devenu Paula, ça veut dire mouillé, sanctifié. C'est celui que vous appelez Paul, c'était Paula, ça veut dire mouillé, sanctifié. Et lui-même, Paula, a été pris pour un Égyptien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Égyptiens et les Hémites, c'est-à-dire les fils de Cham, étaient des Noirs. Parce que les autres peuples les prenaient pour des Noirs. On a vu les Cananéens ont pris les Égyptiens, les Bantous comme des Égyptiens. Ils ont pris les tribus d'isolés comme des Égyptiens. Les Mafis de Madian ont pris Massa comme un Égyptien. Et les Édomites romains ont pris Paula comme un Africain. Donc, ne vous trompez pas,
La Bible est vraie, les choses ont été cachées, mais les choses se révèlent. Dernièrement, on vous a monté dans Actes des Apôtres, chapitre 13, Timona a été appelé le noir. Il était noir. Mais aujourd'hui, on va vous montrer, on va passer à la partie historique, parce que le frère Samba a donné des références historiques. Il a parlé des Édomites. Et nous allons lui montrer, nous allons aller dans le même sens, puisqu'il aime plus écouter les Édomites que les prophètes Congo. Je ne sais pas s'il connaît les prophètes Congo qui ont existé, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des prophètes Congo dont les gens ne parlent pas. Les gens connaissent Mama Mafuta, ils connaissent Mama Vita Kimpa. Ils ne connaissent pas d'autres prophètes qui se sont manifestés dans le royaume Congo. Le prophète Mbwe Lamwanda, il y a eu le prophète Mbwe Lamwanda qui avait prophétisé l'arrivée des Édomites qui envahiraient le royaume Congo. Ça, c'était en 1457. Le prophète Mbwe Lamwanda, c'était un grand prophète Congo. Les gens connaissent Simon Kimbangu, mais ils ne connaissent pas le prophète Mwanda. Ils ne connaissent pas qu'on a eu des gens, les Vitankanga, qui ont été assassinés par les Portugais. Et nous avons encore eu des prophètes comme Nebiandanganga. Donc, ça, c'est les prophètes Bakongo dont on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas d'eux. On parle de Mama Mafuta, de Vita Kimpa, mais on ne parle pas de ces prophètes-là. On ne parle pas de Vita Kanga. On ne parle pas de ces gens qui ont été assassinés aussi. Donc, aujourd'hui, on va voir la partie historique. On va voir un peu dans ce livre-là que je vous avais déjà monté, c'est Bédéker. C'est un très vieux livre de Bédéker. C'est un érudit édomite qui raconte un peu. C'est un livre qui date de 1914. Comme vous pouvez lire ici, 1914. Vous pouvez vous-même lire. C'est un livre qui date de 1914. Bédéker, Karl Bédéker. C'est un érudit qui a beaucoup voyagé et qui a écrit beaucoup de livres, qui a étudié beaucoup les ethnies africaines, et il va nous révéler quelque chose ici. Donc on va aller à la page ici, là où on parle des populations, le volet 2. On va lire ici ce qu'il dit. D'après leurs monuments, c'est-à-dire les monuments égyptiens écrits, les Hamites, c'est-à-dire les Africains, sont considérés par les philologues. Les philologues, c'est ceux qui étudient les civilisations antiques, hein, qui étudient les philosophes. C'est pas les philosophes, les philologues, c'est plutôt ceux qui étudient les civilisations, notamment Ran Resh. Ran Resh est un philologue, il a écrit beaucoup de choses, et puis il faut connaître ce qu'il a écrit. Donc vous pouvez voir sur l'écran, c'est Léo Ran Resh. C'était un philologue autrichien, Osterwalch. Ça c'est en allemand. Tout est écrit en allemand parce qu'il n'y a pas la version française sur Wikipédia. C'est un grand philologue autrichien qui a écrit, c'est un égyptologue, hein, ici on écrit même égyptologue, vous pouvez lire, und Africans. Il a étudié l'Afrique, hein. Il était égyptologue et africaniste, hein. Und ça veut dire et, hein, en allemand. Ok. Donc ce philologue a écrit ceci, parce qu'on a parlé d'autres philologues aussi ont affirmé la même chose, hein.
On va lire ce qu'ils ont affirmé. Ils ont dit ceci que, voilà, on répète, les Hamites c'est les fils de Cham, hein, sont considérés par certains philologues contemporains, notamment on a donné entre parenthèses Ranrich, qu'on a vu tout à l'heure, Léo Ranrich, comme le prototype des Sémites. Comme le prototype des Sémites, c'est-à-dire les Hamites, prototype ça veut dire proto, type ça veut dire photo proche, photo proche, c'est-à-dire une photo, une copie caractéristique des Sémites. Donc les Sémites étaient comme les Hamites, c'est-à-dire ils ressemblaient aux Hamites. C'est justement ce qu'on vient de lire dans la Bible. On prenait les Sémites pour les Hamites. Et ici on confirme cela que les Hamites étaient les prototypes des Sémites. Et puis on dit que ils ont présenté les caractéristiques les plus élémentaires et les plus primitifs. Voilà. Donc les Hamites et les comment on appelle, et les Sémites, ils étaient des Noirs. Ils étaient des Noirs, c'est ce qu'ils veulent nous dire ici. Donc, ça c'est des vérités que les gens ne savent pas. Ça c'est les vieux livres que les gens ignorent, c'est un très vieux livre. C'est vraiment intéressant ce livre-là. C'est là où on vous avait montré dernièrement, là où on a parlé que les Ouest africains c'est des Hamites. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest en majorité. Et ce livre-là, je vous le recommande, c'est Bédéker. Vous en trouverez... c'est des livres très très chers maintenant, parce que c'est des ventes aux enchères, tout ça comme ça. Voilà quoi, c'est un Edomite qui m'avait vendu ce livre-là. C'est très intéressant, il s'en occupait pas, il ne croyait pas la valeur de ce livre, et quand j'ai lu ce livre, j'ai vu la valeur de ce livre, il y avait beaucoup de secrets qui sont révélés, on vous révélera d'autres secrets. Donc pour aujourd'hui c'est ça. Donc avant de terminer, on va vous montrer aussi quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de Bantous qui ne savent pas que... Parce que quand on va dans les écoles Bantous, il faut savoir que ceux qui nous gouvernent dans les pays Bantous sont en majorité des francs-maçons. Hein. Des francs-maçons qui ont été institués par Edom. Donc, quand on examine un peu le passé de notre passé, il faut savoir que... Nous allons naturellement faire appel à l'histoire, et cette histoire commence avec un terme, le terme nubien. Si je pose la question de savoir ce qu'est un nubien, on me répondra qu'un nubien est un habitant de la Nubie. Maintenant, si je demande à chacun ce qu'est la Nubie, on me répondra que la Nubie est l'ancien nom du Soudan. Nous connaissons tous les pharaons dits nubiens, à l'exemple de Taharka, Shabaka, Shabataka ou Pianki, etc. Nous connaissons également l'histoire glorieuse des Candace. En réalité, le terme nubien désigne couramment ces populations d'Afrique qui vivent sur ce territoire anciennement appelé le pays de Couche, et dont les villes les plus célèbres sont Napata et Meroé. Territoire qui semble avoir été le laboratoire qui aura préparé les principaux traits culturels que l'on retrouve magnifiés à Tamiri, c'est-à-dire en Égypte antique. Tel qu'on le voit ici, les temples d'Issata sur l'île de Philae par exemple, ou le temple d'Abou Simbel dédié à Ramessou II et à son épouse Néfertari, qu'ils aient la vie, la stabilité et la force, se trouvent précisément sur ce territoire que l'historiographie appelle la Basse-Nubie. Or, on est bien avancé déjà sur le territoire historique de Tamiri, comme vous pouvez le voir, précisément sur ce territoire que l'historiographie
appelle la Basse-Nubie. Or, on est bien avancé déjà sur le territoire historique de Tamérie, comme vous pouvez le voir. De la même manière, on retrouve des pyramides à Méroé, ce qui montre une continuité culturelle évidente sur ces territoires. La plupart des ouvrages actuellement disponibles qui parlent de ce territoire justifient l'appellation Nubie par le fait qu'on y trouvait de l'or en abondance. Les populations qui vivent sur ce territoire, chacun peut le constater lorsqu'on parle du Darfour par exemple, présentent naturellement la complexion de peau la plus noire qui soit. Pour être bien clair, il n'existe pas au monde de population plus noire que les Soudanais. Maintenant, par Soudanais, je souhaite qu'on entende pas seulement les populations du Soudan actuel, pays qui résulte d'un découpage colonial arbitraire, parce que les Tchadiens sont des Soudanais, les Sénégalais sont des Soudanais, les Maliens sont des Soudanais, etc. Et le terme Soudan lui-même provient de l'expression arabe Blad es-Soudan, qui signifie littéralement le pays des Noirs. Maintenant, pour bien inscrire dans l'esprit de chacun que le terme soudanais ne fait pas exclusivement référence au Soudan actuel, j'évoquerai un ouvrage bien connu dans l'historiographie africaine, à savoir le Tariq es-Soudan. Ce livre a été rédigé vers 1655 par Abdel Saadi, un kamite arabisant, dans lequel ce dernier présente précisément l'histoire du Soudan précolonial. Or, bien évidemment, dans cet ouvrage, il est question de l'empire du Mali, avec Sundiata, du Songhai, avec Soni Alibert, de Ghana, avec les Askia, etc., ce qui nous situe déjà dans le golfe de Guinée. Il est donc bien évident que dans la compréhension originelle du terme Soudan, celui-ci englobait des populations qui se retrouvent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Du reste, l'ancien nom colonial du Ghana actuel est la Côte d'Or, nom qui perpétue cette tradition qui consiste à voir dans ce territoire la source de tout l'or qui aura alimenté des siècles durant non seulement les temples de Kemet, mais également ceux du Mali, du Songhai et de Ghana. Il est donc juste, nous semble-t-il, si l'on s'en tient aux éléments précités, de dire que ce Soudan historique, cette Nubie historique, s'étend en réalité d'est en ouest, puisque tous ces territoires sont le domaine des empires décrits par Abdel Saadi dans le Tariq es-Soudan. On ne peut pas appeler Soudanais et donc Nubiens des populations qui vivent au Ghana, même si le Ghana actuel n'est qu'une partie du Ghana historique, sans que les populations qui vivent au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire ne soient elles aussi des Nubiens. Tout comme on ne peut pas appeler Nubiens des populations qui vivent au Tchad, sans que celles du Nigeria, du Cameroun et du Centrafrique ne soient elles aussi considérées comme telles. Cela tombe sous le sens pour l'unique raison que ces pays que je viens de citer sont en réalité des créations coloniales non opératives dès lors qu'il s'agit de décrire l'Afrique précoloniale. Le terme nubien en lui-même apparaît pour la première fois dans la géographie de Strabon, qui est un auteur grec du 1er siècle de l'ère actuelle. Ce n'est donc pas un terme kamite, mais bien un mot employé par les Grecs du début de l'ère actuelle pour désigner les habitants de cette région. Ce qui est curieux, et j'aimerais maintenant attirer votre attention là-dessus, c'est que le mot Nubie est absolument absent de la géographie kamite. Pour nommer cette région, les Kamites employaient un terme générique qui est Tasseti, et qui signifie le pays de l'arc, parfois traduit par le pays des archers. Et cette région était divisée en deux territoires, Wawat d'une part et Kouch d'autre part. Ainsi donc, le terme Nubie n'est pas un terme africain, mais un terme employé par les Grecs, je le répète,
pour désigner le territoire dont il est question dans cette communication. Or, ce territoire historique porte un autre nom, comme on le voit sur cette carte, qui représente la géographie du monde vue par Strabon. Ce territoire porte le nom historique d'Éthiopie et la côte occidentale de l'Afrique est appelée Éthiopie occidentale. Ce qui montre bien, s'il le fallait encore, que le terme Éthiopie employé par les Grecs ne désigne pas seulement l'Éthiopie actuelle, mais toute l'Afrique connue de cette époque par les Grecs, et notamment l'actuel Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Ce qui me permet de rappeler ce que disait déjà Diodore de Sicile, auteur grec contemporain de Strabon, à propos de Kémet. Celui-ci écrit dans sa bibliothèque historique: on soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler autochtones. Ensuite, il paraît manifeste pour tous les hommes qui habitent le Midi que tous les hommes qui habitent le Midi sont probablement sortis les premiers du sein de la terre, car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. On prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. Aussi sont-ils partout célébrés pour leur piété, et leurs sacrifices paraissent être les plus agréables à la divinité. À l'appui de cela, nous avons le témoignage du poète le plus ancien et le plus admiré des Grecs, qui nous représente dans son Iliade Jupiter et les autres immortels se rendant en Éthiopie pour recevoir les offrandes et les festins que les Éthiopiens leur offrent tous les ans. Jupiter a traversé hier l'océan pour se rendre chez les braves Éthiopiens qui lui préparent un festin. Tous les dieux le suivaient. On remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. En effet, de tout temps, ils ont conservé leur liberté et, grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux et donc aucun n'a réussi dans son entreprise. Cambyse, qui avait tenté une expédition en Éthiopie, il perdit toute son armée et courut lui-même les plus grands dangers. Sémiramis, si renommée par la grandeur de ses entreprises et de ses exploits, à peine était-elle avancée dans l'Éthiopie qu'elle abandonna aussitôt le projet de faire la guerre aux habitants de ce pays. Hercule et Bacchus, en parcourant toute la terre, ont épargné les seuls Éthiopiens habitant au-dessus de l'Égypte par égard à la piété de cette nation en même temps qu'à cause de la difficulté de l'entreprise. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris et ils ajoutent que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais qu'ensuite le Nil, charriant dans ses crues le limon importé de l'Éthiopie, a peu à peu formé les atterrissements. S'appuyant sur ce qui se passe aux embouchures du Nil, il démontre clairement que toute l'Égypte est l'ouvrage de ce fleuve. Tous les ans, le terrain est exaucé par l'apport du limon et le sol s'agrandit aux dépens de la mer. Ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, en tant que les colonies conservent les traditions de la métropole. Que le respect pour les rois, considérés comme des dieux, le rite des funérailles et beaucoup d'autres usages sont des institutions éthiopiennes. Enfin, que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux Éthiopiens. Les Égyptiens ont
en effet deux sortes d'écriture particulières, l'une appelée vulgaire, le démotique, qui est apprise par tout le monde, l'autre appelée sacrée, l'hiératique, connue des prêtres seuls et qui leur est enseignée de père en fils parmi les choses secrètes. Or, les Éthiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre écriture. L'ordre des prêtres est, chez les deux nations, établi sur les mêmes bases. Ceux qui sont voués au culte des dieux font les mêmes purifications, ils se rasent et sont vêtus de la même façon, et ils portent tous un sceptre en forme de charrue. Les rois des deux nations portent aussi un sceptre semblable. Ils ont de plus sur la tête un bonnet long, ombiliqué au sommet et entouré de ces serpents que l'on nomme aspics. Cet ornement semble indiquer que quiconque ose commettre un attentat contre le roi est condamné à des morsures mortelles. Les Éthiopiens allèguent encore beaucoup d'autres preuves de leur antiquité et de leur colonie égyptienne, mais nous pouvons nous dispenser de les rapporter. Naturellement, nous aurions souhaité que Diodore de Sicile apporte d'autres preuves pour étayer notre discours, mais cela semblait déjà évident à son époque et c'est sans doute la raison pour laquelle il aura décidé de s'arrêter à ces premières évidences. L'allusion à Osiris comme étant le personnage qui aura conduit une colonie éthiopienne dans le delta, donc la région qui constitue l'Égypte telle qu'on la connaît aujourd'hui, est absolument capitale et je vous invite à la retenir à ce niveau de la communication. Nous l'avons dit, le terme Nubie n'est pas un terme africain, mais bien un terme employé par les Grecs, terme que l'on retrouve pour la première fois dans le livre Géographie de Strabon. Habituellement, pour expliquer ce terme, la plupart des ouvrages l'associent à l'or que l'on trouvait en abondance dans cette partie de l'Afrique. La question qu'on peut dès lors se poser est de savoir pourquoi les Grecs ont employé ce mot pour désigner ce territoire et par quelle évidence ce mot est-il associé à l'or. Curieusement, c'est en Égypte antique et non en Grèce que nous parviennent les premiers éléments d'une réponse. En effet, l'or dans la langue pharaonique se dit Nebu et c'est à partir de cette racine qu'est formé le terme nubien ou Nubie. La question est donc de savoir pourquoi Strabon, qui est un grec, utilise un mot d'étymologie africaine pour désigner un territoire que les Africains eux-mêmes connaissaient sous le nom de Tassétie. En clair, pourquoi Strabon invente-t-il une nouvelle étymologie pour désigner ce territoire et pourquoi utilise-t-il un terme africain pour ce néologisme alors que le mot or se traduit parfaitement dans sa langue maternelle qui est le grec? J'aurais aimé avoir chacune de vos réponses car je dois vous dire que c'est une question qui m'a longtemps fatigué et j'ai finalement eu le mot de l'énigme que je vais maintenant partager avec vous. En réalité, Strabon laisse ici paraître un pan important de la tradition africaine qui aura nourri sa Grèce natale des siècles durant. Et ce n'est pas un hasard si Strabon emploie le terme nubien pour désigner les Africains, et spécifiquement ceux-là qui ont la complexion de peau la plus noire qui soit. Pour le comprendre, il faut d'abord savoir que ce que représente l'or dans la tradition kamite, non seulement ce métal représente la pureté, mais il est également l'attribut exclusif des Nétéros. Les Kamites l'appelaient la chair des dieux. Dans l'esprit du mot, Nubie ne fait pas référence à l'or en tant que métal précieux, mais aux populations dont l'apparence physique était traditionnellement associée à ce métal. Donc, Strabon ici exprime sa connaissance des rites initiatiques de la vallée du Nil, raison pour laquelle il se trouve à utiliser un terme africain et non grec, c'est-à-dire Nebu, pour désigner ce peuple dont Osiris, suivant la tradition, fut le Messie. Souvenons-nous que les Grecs disaient de ces Éthiopiens, de ces Nubiens, qu'ils étaient beaux et noirs comme des dieux. Ceci explique également pourquoi tous les héros grecs, sans exception, ont initialement été représentés avec la couleur noire.
Je fais bien évidemment référence ici aux fameux vases à figure noire de la tradition grecque, qui sont les premières représentations des héros de ce qui deviendra plus tard la mythologie grecque. Il y a 5000 ans, ce pays était déjà le berceau d'une civilisation inégalée à bien des points de vue dans l'ancien monde. Ici commence l'histoire, avec l'Égypte des pharaons dans cette région d'Afrique qui était un don du fleuve Nil. Dans ces dédales gigantesques et cependant harmonieusement proportionnés, il devient facile d'imaginer que l'on est entré dans un monde construit par les dieux. L'Égypte des pharaons fut la plus grande, la plus ancienne, la plus inventive de toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, et elle a prospéré pendant 3 millénaires. C'est un modèle, un exemple pour les autres peuples, proches ou lointains. Mais où sont ses racines, ses origines, son point de départ ? Ici se sont succédés dynastie après dynastie, les rois ayant porté à la fois la couronne de la Haute-Égypte et celle du Delta. Ces rois, qu'avaient-ils de commun avec l'Afrique ? Une si grandiose architecture ne pouvait sûrement rien devoir à une Afrique qui, disait-on, n'avait créé ni industrie, ni art, ni science. Comment cette grande hiérarchie de dieux et d'esprits pourrait-elle avoir un quelconque rapport avec les marmonnements superstitieux des peuples noirs de l'Afrique centrale ? Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. L'île éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Les premiers historiens européens, les Grecs, avec Hérodote, sont venus en ces lieux, pénétrés de la tradition classique, selon laquelle les différentes races du monde étaient dissemblables mais égales. Les Grecs connaissaient bien l'Égypte et étaient persuadés que les Égyptiens d'origine étaient des Noirs du Sud venus s'installer sur les rives du Nil. Hérodote, quant à lui, n'est jamais allé plus au sud, arrêté par la première cataracte. Aujourd'hui, l'obstacle est encore plus imposant. La construction au XXe siècle de 2 grands barrages sur le Nil a non seulement inondé des temples, comme celui de l'île de Philae, mais aussi la terre historique de Nubie sur plus de 300 kilomètres. Cela anéantit toute possibilité de poursuivre d'autres fouilles archéologiques.
Le temple grandiose d'Abou Simbel fut soustrait à temps et avec maestria à la montée des eaux, puis reconstruit à l'abri et à proximité. Mais ce ne fut pas tout. In extremis, tandis que le niveau des eaux montait, les archéologues de l'université de Chicago excavèrent de très remarquables témoignages à Custul, de l'autre côté du lac artificiel, sur le plateau où se dresse à présent le temple d'Abou Simbel. Ces témoignages indiquent que c'est ici, en Nubie, que se trouve le plus ancien royaume du Nil. L'ancêtre, en fait, des royaumes d'Égypte plus récents. Cet immense monument dédié à Ramsès II, construit probablement il y a plus de 3000 ans, est relativement moderne. Cependant, et ceci est significatif, Ramsès fit construire son grand temple ici, très au sud, en Nubie. En regardant des temples, même de grands temples comme celui-ci, il ne faut jamais perdre de vue les origines de la civilisation égyptienne. Et ces origines, les connaissances actuelles le confirment, sont avant tout africaines. Peu importe quelles idées et quelles coutumes les pharaons peuvent avoir trouvées chez les Asiatiques qu'ils ont conquis, l'Égypte commence au sud, dans cette Afrique intérieure, que les Égyptiens appelaient terre des dieux de l'Afrique qu'ils vénéraient comme leurs esprits protecteurs. Puis, les conquêtes égyptiennes cessèrent. 4 siècles plus tard, ce fut au tour des rois de Nubie, en marche vers le nord, de soumettre le pouvoir égyptien. Voici le plus célèbre de ces souverains du Sud, Taharqa, empereur du pays de Kouch et de l'Égypte. Vers 650 avant Jésus-Christ, les rois nubiens qui avaient soumis l'Égypte allaient se retirer vers le sud, à Napata, puis vers la nouvelle capitale de leur royaume Kouch, Méroé. Il faut aller sur leurs traces pour comprendre l'histoire de cette Afrique intérieure qui a exercé une influence si forte et si précoce sur la civilisation égyptienne. La cité de Méroé se trouvait à 1500 km au sud de l'ancienne frontière, en plein cœur de l'Afrique. Le voyageur qui parvient jusqu'ici est saisi par un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Dans ce désert sans pitié, comme découpé dans la montagne, se dresse l'une des plus surprenantes découvertes de l'histoire de l'Afrique. Les ruines d'une civilisation perdue apparaissent à l'horizon comme naufragées dans les sables du temps. Ces pyramides sont les sépultures des rois et des reines de Méroé, dont le règne se perpétua pendant plus de 6 siècles. Longtemps dévastées par les voleurs de tombes et par le temps, les pyramides sont maintenant restaurées et même reconstruites. Leur image est gravée dans la pierre. Mais comment était-il vraiment ? Le docteur Ali Osman, de l'université de Khartoum, nous répond. Oh, they look like me, of course. I am a Nubian. Je suis nubien. Very much the Nubians of today are the Nubians of yesterday. We got to understand that Les Nubiens d'aujourd'hui sont semblables à ceux d'autrefois. culture actually have not yet been very much explored. The Nubians from within. I mean, I, the Nubian. Moi, en tant que Nubien, ce que je fais,
wouldn't have changed that much. Mon comportement n'est pas très différent de celui des Nubiens médiévaux. But the influence that were coming on us as Nubians, Mais différentes influences se sont succédées depuis les Égyptiens. say the Egyptian, Il y a eu les Arabes, les musulmans. Muslim and Arab influence, have been changing. That does not. Cela ne veut pas dire que les Nubiens aient changé. The Nubians have On peut dire qu'au cours des 10 derniers siècles, les Nubiens ont pratiqué sans discontinuer really believe la même culture. have been going on for the last 1,000 years. Au cours de l'histoire, les Nubiens et leurs voisins ont tout de même subi bien des changements plus ou moins bien accueillis. À une époque, Méroé est tombé devant les armées d'Aksum, ancien royaume des montagnes d'Éthiopie. Plus près de nous, ce sont les Turcs et les Anglais qui ont lancé leurs armées d'occupation. Enfin, ce fut l'influence islamique la plus durable de toutes. Ils construisent aujourd'hui, avec les techniques d'hier, tout comme les habitants de Méroé le faisaient, selon un rythme de travail qui ménage les efforts. Les murs de torchis défient la chaleur écrasante de l'été nubien. Leurs lits ressemblent à ceux de leurs lointains ancêtres, comme celui conservé au musée de Khartoum, avec un modèle de repose-tête toujours identique depuis 5000 ans d'un bout à l'autre de l'Afrique. Les scarifications de ces visages, signes d'appartenance au clan, figuraient déjà sur le bas-relief d'une pyramide avoisinante. Ici, cachée dans le sable, une stèle de pierre gravée. C'est un alphabet inventé pour la langue méroïtique vers le 2e ou 3e siècle avant l'ère chrétienne. 23 signes pour les lettres et un autre pour séparer les mots. Un des plus anciens alphabets. Et toujours une énigme à ce jour. Dans les riches maisons qui entourent le temple, on peut imaginer le confort et les plaisirs de la vie méroïtique. On ne trouve nulle part ailleurs dans la vallée du Nil des poteries de ce style, spécifiquement nubien. À une demi-journée de voyage de Méroé en transport moderne, dans le sable et les rochers du désert de Boutana, il y a un autre site dont les monuments en pierre sont dédiés aux dieux de Couche et non aux dieux d'Égypte. Ce lieu s'appelle Mozawaret aujourd'hui.